Bonsoir, nous sommes ensemble pour une nouvelle nuit blanche que je vous invite à colorer au gré de vos désirs, de vos émotions, de vos états d'âme jusqu'à 2h. La ligne est ouverte sur Europe 1 au 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Clémence et Asiba avec la complicité de Michael Sanchez qui réalise cette émission, qui est tellement concentré d'ailleurs, qu'il n'a même pas entendu, il ne réagit pas. Vous voyez, il est concentré sur ses consoles. Et bien sûr, vous pouvez nous écrire sur le site. Alors ça a changé. Vous pouvez de nouveau m'écrire sur le site www.carolinedublanche-europe1.fr ou m'envoyer un message au 7 21 21 code nuit. J'en profite pour vous dire également que demain soir et jeudi soir, l'émission reprendra ses horaires classiques, c'est-à-dire 23h, 1h. Donc dès demain, nous serons ensemble à partir de 23h ainsi que jeudi. Et vendredi, en revanche, il n'y aura pas d'émission. Car après Bienvenue au Club, vous retrouverez tout de suite Taratata après l'émission de Pierre-Louis Basse. Voilà pour toutes ces informations et on va démarrer sans plus attendre. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de m'avoir rappelé et puis sur votre qualité d'écoute. Ça fait à peu près une dizaine d'années que j'écoute votre émission. Ah bah dès les débuts alors. Dès les débuts, ça m'a bien accompagné pendant que j'étais étudiant et puis maintenant pendant la vie active. Donc voilà. Merci. Donc, comme je vous ai expliqué par email, je vais essayer de synthétiser un peu mon histoire. Oui. Où j'ai rencontré donc un garçon par le biais d'internet au mois de janvier. Donc maintenant, ça fait à peu près 6 mois que nous sommes ensemble. Et courant avril, j'avais senti un peu une distance de sa part. Donc j'ai pris la décision de retourner sur ce site et j'ai remarqué qu'il continuait à être connecté sur le site. Donc j'ai créé un faux profil. Et j'ai commencé à discuter avec lui. Donc il a été tout à fait sincère en disant qu'il cherchait juste à discuter avec certaines personnes, etc. Donc on est parti une quinzaine de jours en vacances qui sont très bien passés. Et courant juin, début juin, j'ai ressenti cette même distance. Donc je me suis reconnecté. Et là, donc toujours sur ce faux profil, il m'a proposé de partir en vacances alors qu'on ne se connaît pas du tout et on est censé ne pas se connaître. Et donc il a eu même des propos et des avances sexuelles qui étaient particulièrement avancées. Donc moi j'ai tout simplement demandé s'il était toujours avec son ami, etc. Il m'a dit que oui, que tout se passait bien, mais que parfois il avait le besoin de vivre d'autres choses avec d'autres personnes. Donc il m'avait laissé son numéro de téléphone. Alors j'ai été un petit peu plus loin dans la démarche, c'est-à-dire que j'ai acheté les téléphones prépayés. Et pour vous expliquer, en fait on ne se voit pas la semaine, on se voit que le week-end. Oui. Donc j'ai envoyé un texto un vendredi soir, donc pendant la nuit, et j'ai fait semblant de découvrir ce texto. Donc j'ai demandé des explications en disant tout simplement que j'étais tout à fait prêt pour partir en vacances avec lui. Et pendant notre discussion aussi, je lui avais demandé si on prenait une ou deux chambres, vu qu'on se connaissait pas. Il m'a dit deux chambres. Mais ce qui est fou d'ailleurs, enfin bon, partir en vacances avec quelqu'un qu'on connaît pas. Voilà, surtout à l'étranger, il y a la distance, on ne sait pas non plus ce qui peut se passer sur place. Donc j'ai trouvé ça complètement inconscient de sa part. Et après, je lui avais demandé également si c'était un ou deux lits. Il m'a dit un lit. Je lui ai fait oui, mais si jamais il se passe quelque chose entre nous, il m'a tout simplement répondu que on verrait à ce moment-là. Donc j'ai été pendant un peu plus d'une semaine dans un état assez lamentable, si on peut dire. J'en ai perdu 2,5 kg, etc. Donc la fin, c'est-à-dire que quand j'ai envoyé le texto, j'ai demandé des explications. Bon, c'est vrai que c'était vers 2h du matin, donc il n'était pas très prêt. Et il a tendance à être un gros dormeur et à ne pas discuter, et à ne pas avoir discuté quand il dort. Donc j'ai attendu en pleine nuit, au bout de 2 heures, donc vers 4h du matin, je lui ai dit si t'as pas de réponse à m'apporter, je souhaite que tu rentres chez tes parents.
Donc il m'a dit si jamais je pars, c'est pas la peine de me retenir. Donc je lui dis reste, etc. On a discuté le lendemain. Il m'a dit que quelqu'un avait dû pirater son compte, que c'était pas possible. Vous lui avez demandé une explication en lui expliquant que vous aviez créé un faux profil. Non, je lui ai pas dit parce que je voulais pas qu'il retourne la situation en disant que c'est moi qui l'avais tenté, etc. Donc une explication par rapport à la distance qu'il avait prise avec vous. La distance, c'est par rapport au texto que j'avais envoyé par le faux numéro que j'avais acheté en téléphone prépayé. Oui, mais ça, il avait beau jeu de vous dire que c'était effectivement quelque chose qui était arrivé là de façon détournée. Après, ce que j'avais fait, c'est que j'ai fait semblant d'appeler ce faux numéro et 20 minutes plus tard, je lui ai dit, cette personne m'a dit oui, c'est des informations que tout le monde peut avoir sur Facebook. Je pense que c'est des gens qui veulent mettre fin à notre relation, etc. Et donc, je lui ai donné 2 exemples, que je peux pas donner à l'antenne, d'endroits où on avait prévu de passer le week-end, etc. Et je lui ai dit, là, personne ne pouvait être au courant. Donc, je me suis dit, il va certainement finir par reconnaître les faits, chose qu'il n'a pas faite. Donc, le week-end a été assez difficile et moi j'étais parti dans l'idée de rompre et il a été assez tendre pendant le week-end, donc j'ai décidé de lui laisser une seconde chance. Je lui ai dit maintenant j'accepte tes explications. Bon, tout ce que j'espère, c'est que si jamais c'est toi et que tu es allé voir quelqu'un d'autre, tout ce que je peux le pardonner, mais ce que je souhaite, c'est que tu te sois protégé, parce que je veux pas non plus attraper, parce que on a fait des tests, donc on se protège plus. Et ce qui s'est passé en début de semaine, c'est il part en formation dans une ville en France en octobre et puis dans différents mois. Et il a mis une annonce sur un site en disant qu'il recherchait un garçon pour l'héberger pendant différentes semaines. Et j'ai réussi à me mettre sur sa session et donc j'ai pu voir les historiques de discussion. Donc il a 27 ans. Donc il discute avec des gens de son âge, de mon âge ou des gens de 50 ans. Et c'est vraiment des discussions portées sur le sexe. Et il propose de rencontrer les gens le week-end, etc., de faire, excusez-moi le terme, mais des plans le week-end, mais chose qu'il ne peut pas faire parce qu'on est toujours ensemble. Donc, et après, par contre... ça fait 6 mois que vous êtes ensemble. Ça fait 6 mois, tout à fait. Et il n'hésite pas à dire qu'il est en couple, que tout se passe bien, qu'il croit en la relation, qu'il est amoureux. Donc moi, là, je suis vraiment on doit partir en vacances cet été. Et il aura 2 mois de vacances parce qu'il est professeur. Donc il sera entre chez ses parents et mon appartement. Et moi, c'est-à-dire que ça devient une obsession. C'est-à-dire que tous les soirs, je me connecte sur sa session pour voir les échanges qu'il a eus. Quand il sera chez ses parents, je pourrais pas vérifier exactement son emploi du temps. Donc, oui, mais là vous tombez dans une, comme vous dites, une obsession. Exactement. Et qui ne résout rien. Donc, et c'est qu'il n'est pas prêt à discuter. Je sais que même là, ce que je pensais faire, c'est que ce soir, j'ai eu une discussion sous un autre faux profil ce soir, et en disant que moi, je pouvais lui proposer une chambre, etc. Et il disait que il était en couple et que s'il y avait du feeling avec la personne, il pouvait se passer plus qu'une. Mais Nicolas, vous allez prendre combien de faux profils ? Ça ne va faire qu'accentuer votre angoisse. Exactement. Parce que vous dites que finalement, certes, il n'est pas sincère, il vous trompe, certes, mais vous aussi, vous êtes en train d'une autre façon d'avancer masqué. Ne serait-il pas plus simple, à partir du moment où vous avez commencé à me parler de votre relation en disant que vous trouviez qu'il prenait de la distance vis-à-vis de vous, de lui en parler? Parce que là, vous pouvez parler véritablement de vous, de ce que vous ressentez, et de lui... Vous pouvez vous exprimer en votre nom propre. Quand vous utilisez des faux profils, que vous envoyez des textos sur d'autres numéros, finalement, la discussion, à un moment, elle tourne court. Vous êtes piégé vous-même, puisque vous le piégez. Et ça ne résout rien. D'accord, mais on a eu la discussion, parce que je lui ai dit quand je trouvais justement qu'il était distant, il m'a dit non, pas du tout. Non, mais peu importe, lui il vous dit ça, certes, mais vous le ressentez comme tel. Donc ça compte aussi ce que vous ressentez. Ouais, moi et preuve en est que de toute façon, cet homme, au fond, vous avez découvert qu'il a des relations par ailleurs.
Mais ce qui compte de toute façon, c'est pas ce qu'il vous dit. Oui, mais qu'il aille jusqu'au bout ou pas, il est quand même en quête d'autre chose. Après, aller jusqu'au bout, voilà, où commence la tromperie, c'est qu'il est. Mais c'est pas la discussion avec l'autre. Bien sûr, quand l'autre se sent un peu attaqué, piégé, ben, il se défend. Mais ce qui compte aussi, c'est ce que vous ressentez. C'est-à-dire qu'à un moment, vous sentez par rapport à la relation du début une distance, un éloignement. Ce que vous ressentez compte. S'il ne peut pas l'entendre, c'est dommage. C'est-à-dire que dans un premier temps, il va vous dire non, mais il faut pouvoir s'entendre dans une relation. Enfin, en tout cas, entendre ce que dit l'autre. Si vraiment l'autre ne veut pas entendre, ça va très vite tourner court, la relation. Parce que, et après, vous en tirez les conséquences aussi, Nicolas. Parce que là, vous vous enfermez dans un truc infernal. Vous envisagez déjà les vacances et obsessionnel en disant ah oui, mais je vais pas pouvoir emprunter des profils et tout. Mais vous allez devenir dingue. Enfin, dingue ou pas au. Non, je comprends la nuance. Oui. Mais je le deviens. Et moi, j'étais prêt à prendre une décision. Et c'est ça qui est difficile, en fait, c'est de prendre une décision quand on aime la personne et de mettre fin à une relation. Maintenant, quand il rentre le samedi soir, il est très tendre. La semaine, on s'appelle le soir. C'est par moments, en fait, c'est par des petites phases qui va être distant, mais le week-end, il va être vraiment adorable. On a vraiment les points communs. On fait énormément de choses. Qu'est-ce que vous appelez distant, alors? Puisque vous voyez le week-end et vous dites que le week-end, il est adorable avec vous. C'est-à-dire que ça va être, par exemple, dans des gestes, il va un manque de tendresse par moment, mais chose qu'il récupère par la suite, en fait. Donc, c'est un peu, je dirais, un peu en dents de scie, c'est-à-dire qu'il va être très tendre, etc. Et par moment, puis après, quand on est avec quelqu'un, je pense que c'est des choses qu'on peut ressentir quand il y a une quête peut-être d'autre chose, donc c'est un sentiment, peut-être que je me trompe sur la distance, mais moi il me dit le contraire. Maintenant, c'est vrai que le fait que je sois allé sur Internet, ça m'a démontré que j'avais pas forcément tort, mais par son comportement et des choses qu'il a pu dire sur Internet, c'est qu'il croit vraiment à la relation, qu'il peut s'y investir. Mais dans les faits, sur des échanges avec d'autres personnes, je me dis, alors peut-être que après, c'est une déviance sexuelle, c'est-à-dire qu'il est peut-être bien dans une relation, mais il a besoin d'autre chose à côté. Oui, peut-être déviance, et le mot est peut-être fort, c'est-à-dire qu'il il est peut-être dans une relation sentimentale avec vous, mais il a peut-être besoin d'avoir des aventures sexuelles à côté. Voilà, moi c'est ce constat je suis arrivé, parce que je connais ses parents, on y va tous les week-ends, ça se passe très bien avec ses parents, il m'a présenté pratiquement dès le début, donc il y a vraiment... il n'y aurait pas eu ce problème-là, c'était vraiment la relation idéale. Maintenant, si ça doit vous ronger et vous détruire, ça va être le problème. Parce que vous avez mis le doigt dans un engrenage, là. Exactement. Et ça vous rend malheureux. Et moi, j'étais parti du principe de ne plus me connecter sous des faux profils et de dire... Oui, je crois que ça serait plus sain. Et j'essaie de continuer la relation. Vous avez besoin d'une fidélité de cœur et de corps. Exactement, parce que après, bon, c'est comme, je veux pas faire un amalgame, je veux pas restreindre non plus, mais... Non, mais... mais je suis dans le milieu homosexuel, il y a quand même plus de risques d'attraper peut-être des maladies, etc. Et maintenant, il y a une confiance mutuelle, et je me dis, il y a peut-être un risque aussi à ce qui se protège pas, et ne peut pas non plus attraper... Je comprends. C'est comme une vie en jeu, mais... Non, mais c'est important. Bien sûr que vous avez raison d'y penser. Donc... Après, un autre point, parce que bon, je suis resté 5 ans célibataire et j'avais une relation vraiment très courte au mois de juillet, mais j'étais resté 5 ans célibataire pour vraiment des raisons personnelles. Et là, je me suis vraiment investi. Et je pense qu'il y a une peur de la solitude aussi, c'est-à-dire que je me suis habitué le week-end à être ensemble. Et si jamais on n'est plus ensemble, je pense qu'il y a la peur de la solitude aussi dans un second temps. Donc il y a peut-être ce facteur-là aussi qui fait, en plus de mes sentiments, que j'ai peut-être pas le courage de rompre. Oui, parce que j'ai envie de dire, ça ne fait que 6 mois. Alors je sais bien qu'en 6 mois, il peut déjà se passer beaucoup de choses au niveau de la relation et des sentiments. Mais cette peur de la solitude, en même temps, vous avez 30 ans, hein, Nicolas. Enfin, franchement, tout reste ouvert. Hein. Oui, tout à fait. Parce que vous avez, semble-t-il, une conception de la relation très différente. C'est-à-dire que lui, vous avez besoin d'une fidélité absolue, et lui n'est pas dans ce registre-là. Même si ça ne veut pas dire qu'il ne tient pas à vous, mais
Mais bon, ça, vous allez, à mon avis, vous allez être tenté dès que vous allez le sentir un peu plus en retrait, un peu plus froid, vous allez être tenté d'aller voir. Vous allez être inquiet, angoissé. Et puis, au vu de ce que vous savez aujourd'hui, vous allez interpréter des choses. Tout à fait. Et je commence à interpréter certaines choses. Oui. Et plus vous allez, plus vous êtes dans l'inquiétude, plus chaque geste, chaque attitude, vous allez y prêter une signification particulière. Voilà. Alors sinon, vous n'y feriez pas particulièrement attention. Voilà, si j'ai pas de nouvelles, par exemple, dans la journée, pendant plusieurs heures, etc. C'est ce qui m'ennuie pour vous. Vous voyez, ça va créer une dépendance. Tout à fait. Et j'ai vu là, je vais mieux parce que j'ai arrêté certains cachets, etc. Mais chose que je n'avais jamais prise. Et des cachets, c'est-à-dire c'était, je peux pas des. Non, mais des anxiolytiques, des somnifères, des antidépresseurs. Mais depuis que vous êtes avec lui. Quand j'ai découvert, au début du mois, et chose que j'avais jamais voulu faire parce que j'ai perdu mon père il y a quelques années. J'ai dit, j'ai réussi à passer le cap. Et j'ai toujours parti du principe que je me sentais assez fort pour ne pas prendre ce type de cachet, mais comme j'étais dans un état, c'est difficile, et c'est vrai que j'en ai discuté avec ma mère. C'est peut-être pas bon, mais elle m'a dit, prends quelque chose, faut essayer de dormir avec quelque chose. C'est vrai que c'est pas sous prescription médicale. Après, moi, c'est vrai que je suis dans une impasse. C'est pas sur prescription médicale. Non, c'est. Oui, mais il vaudrait mieux quand même. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça a été. J'ai arrêté. J'en ai pris 2-3 jours pour rattraper un sommeil et un rythme à peu près normal pour être efficace au travail. Mais surtout les hypnotiques, surtout les somnifères, c'est quand même. Bon, 2-3 jours ça va, mais les hypnotiques, les somnifères, on tombe vite dans une dépendance. Donc, exactement. C'est pour ça que je voulais pas. Non, mais enfin, ça vous plonge dans une angoisse. C'est embêtant. Donc, après, moi, peut-être. C'est pas une relation qui vous sécurise. Surtout au bout de 6 mois. Alors, je me dis peut-être que je peux lui laisser une seconde chance et ne plus me connecter sous des faux profils. C'est vrai que je me mais vous aurez cette inquiétude-là. Ouais. Et par contre, je voulais ajouter une autre chose, c'est qu'il m'a aidé parce qu'il m'a permis d'avoir confiance en moi et surtout de pouvoir révéler à ma mère mon homosexualité. Et je voulais juste passer un second message, c'est-à-dire que je veux pas en faire. Toutes les situations sont différentes, mais ça faisait plusieurs années que je jouais un double jeu vis-à-vis de mes parents. Et ma mère m'avait demandé plusieurs fois la question. Elle m'a dit, tu sais, que tu sois avec une fille ou un garçon, le principal c'est que tu sois heureux. Oui. Et je lui ai dit il y a 2 mois, et elle m'a dit, je m'en doutais. Et le regard des autres, peu importe, c'est ton bonheur à toi. Et le regard des autres ne fait pas attention. Donc c'est vrai que moi, je le sais depuis l'âge de 14-15 ans, donc. J'ai jamais voulu en parler à la famille, etc. Et en fait, on s'imagine énormément de choses. On peut être surpris par la réaction des parents. Et mes amis le savaient, mais c'est vrai que c'était plus la famille proche. Et j'ai vraiment été surpris par la réaction. Et donc, je vais pas dire que j'incite certaines personnes à avoir un dialogue avec les gens qui étaient en même situation que moi, à avoir un dialogue avec les parents. Mais c'est une véritable délivrance de pouvoir vivre. Pas un amour caché, de pouvoir partager son amour avec sa famille quand on sent que la famille est prête à l'accepter. Et en cela, ça a été constructif, cette rencontre. Exactement. Tout à fait. Mais donc, il vous a permis de prendre confiance en vous, mais cette confiance-là, vous êtes un peu en train de la perdre en ce moment. Ouais. Donc, il faut quand même y songer. Moi, je pensais c'est avoir une véritable discussion avec lui. Peut-être, vous pouvez essayer, oui. Parce que j'ai peur, c'est pas lui parler du premier profil que je crée. Non. Le second profil que j'ai créé en lui disant tout simplement que j'avais vu qu'il était toujours sur ce site-là et que j'ai voulu voir ce qu'il proposait aux gens, etc. Parce que je veux pas qu'il retourne la situation, ce que je vous disais en début d'émission, en rejetant la faute sur moi. Ça peut être le risque aussi. Mais là, vu que le profil, on n'a parlé qu'une seule fois ensemble, je lui dirais, c'est tout, je voulais savoir ce que tu proposais aux gens sur Internet. Maintenant, tu ne me dis pas que c'est quelqu'un qui a encore une fois piraté ton compte, c'est beaucoup. Non, ça va lui faire très peur. Il y a Bénédicte d'ailleurs qui dit, ne vous compliquez pas la vie, le mieux serait d'avoir une explication franche avec votre ami. Et après, prenez une décision, car là, vous gâchez vraiment la vie. Courage à vous. Merci. Brahms qui dit votre ami ne cherche pas une relation stable, certes il vous aime certainement, mais il faut trouver une occupation ou des loisirs de votre côté.
Il y a Ange Bleu qui dit la fidélité chez les gays n'est pas la première des vertus. J'en ai eu la mère expérience. Courage à vous. Véronique qui dit cette histoire n'est pas saine, laissez tomber. David qui dit vous vivez un peu dans un roman d'espionnage, oubliez tout cela pour vivre votre vie. Et puis le subversif dit le jaloux est à ce point obsédé par la tromperie qu'il n'a pas le temps de tromper, alors que le volage est si obsédé par la fuite qu'il n'a pas celui de la stabilité. Et les deux font la paire souvent. Donc c'est vrai que il faut quand même y songer un peu. Et c'est vrai que je voulais revenir justement sur un des messages, et je pense que je m'enferme chez moi la semaine, c'est-à-dire que je rentre, la première obsession c'est que je vais sur Internet. Oui, l'observer, le fliquer un peu. Et là, j'ai décidé que je suis sur Paris, il fait très beau, donc j'adore lire, donc prendre un bon bouquin, aller en terrasse, etc., et m'occuper vraiment le soir, ça m'évitera de continuer à faire cette obsession. Maintenant, au fond de moi, c'est vrai que j'attendais pas forcément à ce que vous me disiez, faut faire ça, ça ou ça. Maintenant, moi, ce que je pense faire, c'est je vais essayer d'avoir une discussion avec lui dimanche. Oui. Et en évitant effectivement de dire que il le prendrait très mal, mais dire et au vu de ça, vous voyez un peu quelle est sa réaction et essayer de repartir sur de bonnes bases si on peut. Oui. Pardon, si on peut l'espérer, parce que c'est vrai que moi je sais que il tient, je peux même dire qu'il est amoureux parce qu'il n'a pas hésité à le dire quand j'étais sur des faux profils. Maintenant, je pense que c'est une personne qui a certainement besoin, alors peut-être qu'elle ira pas jusqu'au bout, mais qu'elle a juste besoin d'avoir des propos un peu excusez-moi le terme, c'est un peu gore par moment quand même, ce que j'ai pu voir, et peut-être qu'il ira pas jusqu'au bout, mais qu'il a besoin, s'il s'ennuie la semaine, il a vraiment... Oui, d'y trouver une excitation. Exactement. Il est très loin, il est seul toute la semaine, et je pense il faut que vous en parliez avec lui de tout ça. En tout cas, je reçois un courriel de Francky Soie qui dit c'est l'engrenage, détachez-vous un peu d'abord sentimentalement, voyez comment il réagit, et si ça ne va toujours pas, considérez une rupture. Mais effectivement, ne rentrez pas chez vous, ne vous enfermez pas sur Internet, sortez, ouvrez-vous. Parce que... C'est ce que je pense que je vais faire. Oui, vraiment. Ouais. Bon courage. En tout cas, bon courage, Nicolas. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Train A Soul Sister, des petits courriels qui nous arrivent de l'étranger. Annie qui me dit j'ai 36 ans, j'habite aux USA, je suis mariée avec 3 magnifiques enfants. Je vous ai découvert depuis peu et elle me dit je suis un peu stressée en ce moment, j'aimerais beaucoup vous parler de mon problème et peut-être trouver des solutions avec vos auditeurs, mais malheureusement je ne rentre pas en France cette année. En tout cas, je suis une fidèle auditrice et je vous remercie du réconfort que vous offrez à vos amis radiophoniques en espérant un jour avoir la chance de recevoir vos conseils. Eh bien, écoutez, à votre prochain passage en France, ma chère Annie. Et puis Katoche, elle me dit quelle joie, quel bonheur de retrouver votre émission. Je m'endormais souvent en vous écoutant le soir, avec tous ces témoignages poignants parfois. Et me voilà maintenant au Québec. Et puis le Trublion, je parlais en début d'émission des changements d'horaire. Bienvenue au club va continuer jusqu'à la fin de la Coupe du Monde de football, c'est-à-dire jusqu'au 11. Mais il va y avoir certains allègements. Et par exemple, demain soir et jeudi soir, l'émission reprend ses horaires habituels, c'est-à-dire que nous allons nous retrouver à 23h, 1h. Donc le Trublion me dit avec tous ces changements d'horaire, mon Moumoun n'est plus un chat. Vous l'avez fait devenir chèvre. Mais il n'est pas le seul. Et puis, il y en a parmi vous qui ont de l'oreille. Il y a Luc qui me dit léger changement dans la voix, rhume d'été où je me trompe. Tibalt des Hauts-de-Seine qui me dit j'ai l'impression que vous êtes enrhumé ou grippé. Et oui, ça c'est le chaud-froid. Il fait très chaud dehors et il faisait très froid dans le studio Coluche. C'était un vrai frigo. Donc, oui, un petit coup de froid et un gros rhume, mais bon, ça arrive. C'est un peu bête d'être enrhumé en plein été, mais ce sont des choses qui arrivent. Rien de grave, rassurez-vous. Allez, on va accueillir tout de suite Annie. Bonsoir Annie. Bonsoir. Bonsoir. Je vais essayer de planter le décor le plus brièvement possible. Oui. J'ai 67 ans et j'ai une fille de 41 ans. Oui.
Son père est mort dans un accident d'avion quand elle avait 10 ans. Oui. Moi, je me suis remariée et là, je suis tombée dans une galère épouvantable jusqu'au drame en 2008. Et pendant au moins 15 ans, disons que chaque fois que ça allait pas, je lui téléphonais, je lui écrivais, j'allais passer une semaine, 2 semaines chez elle, c'est-à-dire que j'allais pleurer dans les bras de ma maman. Et Votre fille, donc. Oui, j'allais pleurer dans les bras de ma maman. Et elle me consolait, elle consolait sa fille. Et puis, après 2008, je me suis peu à peu reconstruite. Que s'est-il passé en 2008 ? Comment ? Que s'est-il passé en 2008 ? Le plus grave qui puisse se passer. Pour moi. Oui. Voilà. J'ai pas besoin d'insister, je crois. Vous pouvez le garder pour vous, en tout cas. Non, je peux le dire. J'ai pas fait une tentative de suicide, je me suis tuée, quoi. Et puis on m'a tiré de là, voilà. Et depuis, donc, je me suis reconstruite et j'essaie depuis 2 ans et demi de reprendre ma place de mère et de lui redonner sa place de fille. Et tout à l'heure, elle m'a téléphoné parce qu'on doit organiser nos vacances. On a une maison ensemble. On n'habite pas dans la même ville. Et je sais qu'elle doit recevoir son amie, sa grande amie, sa sœur, qui est elle aussi dans la détresse, qui est au fond du gouffre. Et je lui disais, écoute, tu la reçois seule, je veux pas être là, il faut que vous soyez seule. Et elle m'a dit, non maman, j'aimerais que tu viennes. Alors je lui dis, pourquoi ? Il se trouve que son amie a été abandonnée par son père et sa mère et qu'elle a été élevée par ses grands-parents. Et elle me dit parce qu'elle a besoin d'une maman. Et là, j'ai fait répéter, je lui dis, elle a besoin de quoi ? Elle me dit, elle a besoin d'une maman. Et là, waouh, j'avais gagné, quoi. J'ai gagné, je crois. C'est-à-dire que non seulement je suis sa maman, mais je peux même être la maman de sa meilleure amie qui souffre. Et là, j'ai voulu partager ça avec mon ami, qui n'est pas non plus dans la même ville. Je l'ai appelé et il m'a dit, de toutes les façons, comme t'es toujours pas une mère pour elle, elle voudrait que tu sois au moins une mère pour son ami. Et là, ça m'a ébranlé, mais je crois que je suis pas d'accord. Ouais, je voulais savoir. Votre amie, vous voulez dire, c'est une amie ou c'est votre compagnon ? Mon ami ici. D'accord. Mon ami ici. Oui, ça vous a blessé, ce qu'il vous a dit. Ça m'a blessée, mais je me suis dit non, c'est pas ça, il se trompe. Non, c'est pas possible. Pas possible. Pour moi, c'est ce que m'a fait ma fille ce soir, c'est une déclaration. Je sais pas, je crois que c'est le plus beau moment de ma vie, quoi. Elle m'a dit, voilà, t'as pas été ma maman pendant X années, et non seulement tu es à nouveau ma maman, mais en plus, je te demande. Oui, vous l'entendez comme ça. C'est ça, ça vous a... Oui, je l'entends comme ça. Oui, une reconnaissance, enfin. Mais l'important, c'est la façon dont vous l'entendez, Annie. Hein. C'est la façon dont ça résonne en vous. Je sais pas... comment vous... Mais moi, je ne peux pas... je ne peux pas avoir d'avis dans la mesure où je ne connais rien de vous, de votre histoire, de la relation que vous avez eue avec votre fille. Donc je ne peux pas me permettre d'avoir un avis sur ce qui compte, c'est ce que vous comment ça résonne en vous, comment ça fait écho. De toutes les façons, ma fille, vous y voyez là une reconnaissance.
En tout cas, elle a besoin de vous à ce moment-là, face à cette amie qui est en souffrance, et elle y voit une protection. C'est-à-dire que vous pouvez apporter une protection maternelle. Plus que ça, c'est que je sais qu'elle l'a dit. Elle me l'a pas dit à moi, mais elle a dit je suis orpheline, mon père est mort, j'ai pas de mère et l'amie de votre en fille. Plus une fille en détresse sur les bras. C'est moi. C'était moi. Attendez, Donc, votre fille parle d'elle comme ça? Elle a dit, j'ai pas de mère, j'ai pas de père, il est mort, j'ai pas de mère, et en plus j'ai une fille en détresse sur les bras. Mais vous voulez dire que les relations étaient un peu inversées entre vous avant? Totalement, oui. Comment Totalement. vous l'expliquez? Eh ben, oui, je lui ai fait, moi, jouer ce rôle de mère. J'étais dans la détresse et chaque fois, c'est elle que j'appelais, c'est à elle que celle que j'appelais au secours, c'est chez elle que je me réfugiais. Je lui ai fait jouer. J'allais pleurer dans les jupes de maman, quoi. Je crois que c'est ça. Et ce qu'elle m'a dit ce soir, pour moi, c'est une déclaration. Ça y est, les choses sont remises en place. Tu es ma maman, je suis ta fille, et je te demande d'être aussi la maman de mon amie. Oui, une mère de substitution. Pour son amie, oui, mais pour elle... Oui, pour son amie. Le message, c'était ça, quoi. Ça y est, maman, t'es à nouveau ma maman, quoi. Oui. Ça vous a fait du bien, en tout cas. C'est, je sais pas, peut-être que c'est le plus beau moment de ma vie. En tout cas, finalement, ce drame que vous évoquez, où vous dites, c'est quand même en des termes très forts, je me suis tuée. Ouais. C'est pas rien. Qu'est-ce que vous savez, ça a finalement été salvateur, puisque vous avez dit après que vous vous êtes reconstruite, et c'est peut-être ce qui a été un tournant, parce que qu'est-ce que vous aviez voulu tuer en vous à ce moment-là, au fond? C'est bon, heureusement vous êtes là pour en parler, mais quand on veut au fond mettre fin à ces jours, il y a aussi quelque chose en soi qu'on veut tuer. C'est-à-dire que non, je me suis tuée parce que j'étais plus rien. Je me suis enfoncée dans la médiocrité et qu'un jour je me suis dit mais qu'est-ce que tu es? Oui, mais parce que vous pensiez être médiocre. Oui, c'est. C'était le fruit de toute une histoire, parce que. Oui, c'est quand on fait ça, c'est qu'on se sent rien du tout, et donc on l'est. Et vous, quel rapport aviez-vous avec votre mère? Oh là là. C'est avec ma mère, c'est un peu compliqué. C'est une famille de femmes extrêmement fortes. Ma mère, ma grand-mère, ma tante. C'est une famille de femmes où l'homme est exclu, méprisé, et avec ma mère, il fallait être forte, quoi. Et je l'étais pas. Vous les voyez comme des femmes fortes? Oh, c'est pas que je les vois, c'est que c'était des femmes extrêmement fortes. Oui, mais alors justement, des femmes fortes, mais dans femmes fortes, il y a parfois pas... Elles peuvent être fortes, mais pas forcément maternelles. On dit femmes fortes, parfois on dit une expression familière, ce sont elles qui portent la culotte. Tout à fait, oui. Oui, mais elles sont pas pour autant justement maternelles, certaines. C'est difficile. Elles sont pas forcément très, pour un enfant, très rassurantes, très... C'est difficile d'être tout, d'être à la fois non, mais ça, la mère, le père, Oui, mais je vous parle pas en généralité. Oui, je vous parlais par rapport à vous. De ma mère. Oui. Oui, je pense que ça a été difficile d'être à la fois le père, la mère, celle qui s'occupait des études, celle qui aimait, celle qui... Oui. Oui. Et suite à cette tentative de suicide, vous avez fait un travail sur vous. J'ai dit bien. En tout cas, vous êtes parmi nous aujourd'hui. Oui,
Ça a Non, même échoué, si vous voilà. aviez le désir d'en finir, vous êtes Ah là oui. aujourd'hui. Donc, bon. Ouais. C'est Ouais, quand ouais. même important, même pour votre fille et tout, parce que les mots que vous utilisez ont un poids et un sens. Hein. Oui, bien sûr. Mais en plus, je lui ai fait vivre ça. Peut-être que c'est aussi une partie de dire, vous finalement tuer cette partie de vous-même que vous ne supportiez plus pour renaître à autre chose. C'est aussi ça peut-être, parce que Oui. sinon vous maintenez quelque chose de mortifère, hein, Mhm. Oui. en maintenant le côté je me suis tué. Vous voyez, dans les faits, vous êtes quand même en vie, hein. Oui, mais c'est une erreur, ça. Oui, mais alors ça montre qu'il reste du travail à faire, hein, et que votre fille ne peut emporter seule le poids. Non, je veux dire, c'est une erreur dans la mesure où c'était pas une tentative, c'était que vraiment je voulais en finir. Voilà. Il Oui, s'est trouvé mais que- alors moi j'ai envie de vous dire, Annie, attention de ne pas faire porter le poids à votre fille de tout ça. Je pense pas. Hein. Bah oui, mais enfin quand je vous entends dire aujourd'hui que c'est une erreur, ça veut dire qu'il y a des choses qui restent à travailler, hein. Je veux dire que c'était une erreur parce que j'aime pas le mot tentative de suicide. C'était pas une tentative de suicide. Oui, C'était vraiment j'entends le désir que d'en vous aviez finir, un désir voilà. d'en finir, mais bon, le fait d'être en vie aujourd'hui, Oui, est-ce que c'est... Ben pour moi, c'est. Je suis dans. Voilà, j'ai vécu une vie, maintenant une partie, et je suis dans la super partie, voilà. D'accord. Et je fais en sorte que ce soit bien pour tout le monde. Oui, Et en parce qu'il ne faut pas que particulier- votre fille soit le seul sens donné à votre vie. Non, mais non, c'est pas le seul sens. J'ai un fils aussi, j'ai des petits-enfants. Et non, c'est surtout que je crois que c'était important que chacune reprenne son rôle. Et, Oui. et je crois que là, dans ce que j'ai entendu aujourd'hui, elle m'a dit, bah voilà, maman, t'es redevenue ma maman. C'est ce que j'ai compris. Maintenant, Oui. peut-être que je me trompe, je sais pas. Non, je pense Je crois que non, je pense qu'il faut vous faire confiance et ne pas écouter effectivement ce que votre compagnon vous dit. Vous écoutez vous, la façon dont vous l'avez compris vous. C'est ce qui compte. Je l'ai entendu, ça m'a ébranlé, c'est vrai, mais en même temps, je me disais non, il se trompe. Oui. Il se trompe, c'est moi qui ai raison. Oui, non, mais je crois effectivement que c'est important. Ce qui compte, c'est encore une fois la façon dont vous l'avez ressenti, vous. Ouais, moi, ça a été, quand elle m'a dit ça, c'était génial, quoi. Ça a été un cadeau. Bon. Ah ouais, comme quoi, ça valait la peine. De ma vie, quoi. J'ai repris mon rôle de mère, et elle a enfin retrouvé une maman. Pure et émergée, oui. Pas dû être très simple, mais bon. C'est compliqué. C'est une histoire. Les relations mère-fille s'analysent parfois sur des générations. Vous vouliez en parler, être conforté, je crois, par rapport à ça, mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Je crois qu'effectivement, n'écoutez pas trop ce qu'on vous dit. Il faut parfois savoir écouter avant tout son ressenti, Annie. Vraiment. Eh bien, écoutez, bonnes vacances alors avec votre fille et cette amie. Merci. Au revoir, Annie. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Célia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir, voilà, donc je viens à vous pour vous demander peut-être des conseils ou une petite aide par rapport aux éditeurs qui écoutent ou les mamans. Oui. J'ai un petit garçon de 11 ans, donc j'ai 3 enfants en tout, donc une fille, enfin l'aîné c'est un garçon, une fille, et le dernier c'est un petit garçon. D'accord. De 11 ans, donc il est en 6e. Malheureusement, donc son prof principal vient de m'indiquer que c'est pas sûr qu'il le garde cette année dans leur établissement parce qu'il fait tellement des petites bêtises qui s'accumulent que les professeurs ils en peuvent plus. Le souci, c'est que... Quel genre de bêtises, alors, au point de ne pas le garder écoutez, dans l'établissement? Je vais vous donner des exemples. Dernièrement, il y a 15 jours, il pleuvait énormément. Ils ont pris... lui et un petit copain, il a pris un cartable d'un autre copain. Ils ont ouvert son cartable.
Et voilà, ils l'ont mis sous la pluie. Donc voilà, toute la pluie était sur les cahiers de ce petit garçon. Oui. Donc, faire des petites bêtises, vraiment... oui. C'est pas possible, quoi. Oui, c'est pas... effectivement, c'est pas des choses... là, ils ont pas dans des actes délictueux. Ou... Oui, mais c'est des bêtises d'enfants, hein, vraiment. On est au stade de l'enfant. Des bêtises d'enfants qui lui apportent préjudice parce que, bon, à chaque fois... c'est la 3e fois que je le change quand même d'établissement. Ça fait combien de fois, vous m'avez dit ? C'est la 3e fois. Ah, mais alors, ça se passait pareil en primaire ? Ça se passe, écoutez, ça a toujours été depuis c'est un petit farceur. Premier jour où je l'ai amené à l'école. Tout petit, à l'âge de 3 ans, 4 ans, ça a commencé. Bon, je me disais que ça va s'arranger au fur et à mesure parce qu'il va grandir, il va comprendre. À 6 ans, c'est la même chose. 7 ans, 8 ans... Bon, maintenant qu'il grandit, on le punit, donc on lui enlève l'ordinateur, le portable, on essaye de tout limiter. C'est des disputes avec son papa parce qu'il m'a dit, oui, s'il fait moi je travaille beaucoup, c'est à toi de le surveiller. Et j'avoue que ça me déstabilise complètement parce que je sais pas quoi faire. Parce qu'on on parle avec lui, on le voit qu'il souffre un petit moment. Comment il réagit quand vous en parlez ? Écoutez, il me dit, maman, peut-être que je pense pas, je réfléchis pas. Je fais une bêtise et après je vois que ça pose des problèmes. J'ai l'impression que... Il ne réfléchit pas aux conséquences sur le moment. Voilà. Mm-hmm. Et là, j'avoue que Caroline, je sais plus quoi faire parce que j'ai encore son prof principal qui m'a appelé il y a 3 jours pour me dire... C'est pas sûr qu'on le garde encore cette année. Je me suis dit non, vous allez pas me faire ça parce que vous aurez dû m'avertir au mois de janvier pour que je puisse prendre le temps de l'inscrire ailleurs. Mais là, oui. Voilà, donc on a alors vous avez planté un peu le décor. On va donner d'autres exemples pour qu'on comprenne mieux. Là, on va marquer une petite pause musicale. On va se retrouver après les informations d'1 heure. Et puis, vous souhaitiez des réactions de parents, peut-être qui ont été confrontés à des enfants un peu turbulents, un peu facétieux comme ça. Donc 39-21, si vous avez rencontré ce cas de figure, ou des enseignants, peut-être, vous pourrez témoigner. Après 1 heure. Voilà, 39-21. Un peu de musique, on se retrouve après. Deuxième heure de cette émission, toujours en direct, bien entendu, sur Europe 1. Le 39-21 est ouvert et vous pouvez appeler si vous avez entendu le témoignage de Célia qui est avec nous. Vous êtes là, Célia ? Célia, vous êtes là ? Oui, je suis là. Alors Célia, vous avez donc un jeune garçon de 11 ans qui aime bien faire des blagues à ses petits copains, finalement. Et ça vous crée pas mal de problèmes, et à lui aussi, finalement, puisque... Ça me perturbe. Oui, non, mais on va en parler. On va en parler plus sérieusement, parce que ça. Vous dites que finalement, dès qu'il a été scolarisé, ça s'est passé comme ça. Oui, vers l'âge de 6-7 ans, il y a une maîtresse qui m'a quand même indiqué elle m'a conseillé de voir un psychologue, donc j'ai pris un rendez-vous au CMP, donc il a été vu pendant 5 ou 6 fois. Il a été vu 3 fois tout seul, 2-3 fois avec moi, 2-3 fois avec le papa. Ils nous ont dit, écoutez, ce garçon, il est très bien, il a rien, il vit bien,
il fait du sport, c'est un garçon poli, mais il a du mal à vivre en groupe. D'accord. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, du mal à vivre en groupe? Parce que c'est un peu embêtant en même temps. Quand il est en groupe, j'ai l'impression qu'il a du mal... Par rapport aux règles, aux contraintes, à l'autorité, oui, à la frustration. Les règles oui. Mhm. Il a alors ça me déstabilise parce que je me dis qu'est-ce que je fais pas bien avec lui, quoi. Est-ce qu'il est pareil à la maison? À la maison, il est quand même quand il sait que son père n'est pas là parce que c'est le père un peu qui le tient. Par rapport à son frère et sa sœur qui sont quand même plus grands, il est quand même il aime bien dominer. Il aime bien dominer, il a du mal à écouter quand même. Et pourtant, quel âge ont ses frères et sœurs? Le il a 18 ans et la grande, elle a 15 ans. Et il veut les dominer? Il veut surtout avec ma fille qui est très gentille, oui. Il est un peu... il écoute pas, on a du mal, elle a du mal à le gérer. Quand je le laisse avec elle, par exemple, je lui demande de veiller sur son frère et que, elle l'appelle quand il dépasse. Il écoute pas. Il faut vraiment qu'on soit un peu, qu'on fait montrer qu'on est ferme avec lui pour qu'il vous écoute. Oui. Et avec vous? Avec moi, il écoute beaucoup plus son père parce que, il est plus autoritaire que moi. Oui. Alors il m'écoute quand il voit vraiment que je suis fâchée, que voilà, il a il faut que vous criez, il faut que je vois qu'il voit que je suis vraiment en colère, que je plaisante pas. Là, il essaye de s'adoucir. Autrement, c'est un enfant qui prend le dessus tout de suite. Oui, donc il a certainement un côté assez impulsif. Il a du mal à gérer la frustration au fond. Oui, voilà. Il a un côté encore un peu immature, un peu encore un peu petit enfant, quoi. Par rapport à son âge, Et au niveau de la taille, il est très grand, mais au niveau... Oui, ça veut rien dire. Voilà, mais autrement, c'est vrai qu'il est immature. Oui, alors immature, tout est relatif. Il a 11 ans, mais c'est-à-dire que du coup, les contraintes les contraintes qu'impose le groupe et notamment dans la scolarité sont compliquées. Sont compliquées et j'avoue que je vous dis que ça me déstabilise. Mais alors, il a changé d'établissement combien de fois? 3 fois. Mais en primaire, à quelle classe? À partir de 6-7 ans, on m'a dit de l'inscrire ailleurs parce que ils en peuvent plus. Mais parce qu'il perturbe la classe? Il perturbe, et en même temps, quand il joue dans la cour, il faut toujours qu'il pousse, il faut toujours qu'il s'impose, qu'il soit là, quoi. Mais il s'impose de quelle façon? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut être agressif avec les autres enfants? Il pousse, vous dites, mais qu'est-ce que... En fait, il a des gestes peut-être maladroits. Mais c'est-à-dire? Ça veut dire que s'il joue au ballon, il fait pas attention. S'il court, il va se lancer vers les autres enfants. Il fait pas attention dans son jeu. Mais pour lui, c'est pas méchant. C'est normal. Oui, mais ça, c'est lui qui le dit. Voilà. C'est lui qui vous le dit, j'imagine. Oui. Mais c'est pas. Mais ça veut dire c'est lui, quoi, avant tout. Mais je crois que c'est un peu, ça tourne autour de lui, quoi. Là aussi, comme un petit enfant. C'est très égocentrique. Voilà. Mais le problème, c'est qu'ils se rendent pas compte. J'ai l'impression que vraiment, ils se rendent pas compte. Même un de ses professeurs, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'ai l'impression qu'ils se rendent même plus compte de ses bêtises. Et c'est ce qui m'inquiète. Voilà ce qu'il m'a dit. Et moi, je suis encore un peu plus inquiète parce qu'en me disant ça, je me dis, est-ce que tout va bien, quoi? Non, mais il peut très bien aller... Il n'y a rien de normal. Écoutez, vous l'avez... il a été vu au CMPP à plusieurs reprises et on vous a bien dit que il n'y avait pas de problème. Ses résultats, par ailleurs, scolaires sont bons. C'est moyen. Il doit avoir des difficultés à se concentrer.
Il a une dyslexie, il a un problème de concentration. Mais oui, certainement. Il doit se disperser beaucoup. Alors, est-ce que je me dis, je l'ai inscrit à un sport, je l'ai inscrit... Oui, ça lui ferait peut-être du bien, oui. Je l'ai inscrit à la natation, je fais tout. Mais peut-être un sport collectif, justement. Je l'ai inscrit, voilà. Il fait pas de sport collectif ? Ben écoutez, à un moment donné, il a fait du foot, par la suite, il a fait du judo, voilà, maintenant il fait de la natation. Parce que quelque chose, un sport où il pourrait un peu, justement, où il serait pas seul, où il faut, où il y a vraiment, on doit jouer en équipe. Mais je pense que, comme dit le subversif, c'est une façon d'attirer l'attention sur lui. Oui, mais il attire l'attention... de mauvaise façon, parce que finalement, ça se retourne contre lui. Il est pénalisé. Le problème, c'est qu'après, il est surveillé tout le temps. Lui, oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est puni, au fond. Voilà, dans la cour, il est surveillé. Dans la classe, il est surveillé. Il se sent tout le temps surveillé. Oui. Et nous, à la maison, ça va. Parce que t'as passé une bonne journée. T'as pas fait de bêtises aujourd'hui. Alors, vous voyez... C'est ça, tout tourne autour de ça. Et on ne sait pas quoi faire pour sortir de ça, parce que... Oui, c'est-à-dire que ça devient vous ne parlez plus que de ça. Voilà. Est-ce que vous valorisez parfois ce qui est positif, parce qu'il y a aussi des choses positives chez votre fils? Bien sûr. Mais 3 fois, ça fait beaucoup, je trouve. Il a que 11 ans. Pourquoi Donc vous me dites une fois là en primaire, mais après, j'ai du mal à comprendre Vous pouvez me décrire alors une fois à 6 ans après? Eh ben, une fois en CM2 et là en 6e. Donc c'est pas encore fait en 6e, peut-être, oui. Est-ce que avec ses enseignants, est-ce qu'il peut être parfois provocateur aussi? Oui. De quelle façon? D'après un des profs, il me dit, oui, il me nargue, j'ai l'impression qu'il m'écoute pas, que ce que je dis, ça rentre par là, ça sort par là. Voilà ce qu'il m'a dit. Un des professeurs. Oui, ça c'est une interprétation en même temps, parce que... Voilà, mais par contre, on me dit... Oui. Quand on lui demande quand on le fait participer, quand on veut faire des choses avec lui, c'est un enfant agréable qui rend service. Oui. Et voilà, donc vous voyez, c'est... Ce qui va bien dans le sens de, dès qu'on lui prête attention... Dès qu'on est centré sur lui, ça se passe bien. Voilà. Il faudrait, au fond, si l'enseignant pouvait être là rien que pour lui, ça se passerait bien. Oui, mais être noyé dans le groupe, c'est compliqué. Il y a 35 enfants dans la classe. Il y a bien pas sûr, bien sûr. Et on m'a fait comprendre à plusieurs reprises qu'il n'est pas le seul dans la classe. Donc, je le comprends bien et je comprends. Alors, c'est vrai qu'au sein de votre famille, il a une position assez particulière puisque c'est le petit dernier et que l'écart d'âge avec 3 ans. Oui, mais l'écart d'âge quand même fait que il a, puis alors c'est une sœur au-dessus, fait que il a pas à se mesurer, il est un peu dans une situation un peu protégée, c'est quand même le petit dernier, il a une position particulière, puis il fait là aussi en sorte d'attirer l'attention sur lui. Oui, il le fait bien, il sait bien... Voilà, donc il s'est créé une situation très très particulière, et avec le grand frère, il est pas trop en rivalité, puisque le grand frère a d'autres préoccupations, c'est pas 11 ans et 18 ans, ils sont pas en compétition. Non. Non. Donc, et puis avec sa sœur, ils n'ont pas le même sexe, ça les protège. Voilà. Donc, il arrive à avoir une place, à part. Mais moi, je pense... Oui. Il a une place qui... À la maison, il prend toute la place des autres. C'est vrai qu'il faut... Il prend toute la place. Oui, il faut qu'il se fasse montrer. Il faut toujours que... Voilà. Il faut toujours qu'on sait qu'il est là. On sait que... Voilà. Il faut que... C'est pareil. C'est toujours autour de lui.
Ça devient un peu Mais je crois qu'il pourrait comprendre finalement, même là, à l'occasion. Vous lui avez dit que certainement, vous allez devoir changer d'établissement ? Je lui ai dit, il m'a dit oui, enfin, comme ça, je ne serai pas surveillée. Mais le problème, comme je lui ai dit... S'il continue, ça se reproduira. Il faut que ça vienne de lui, il faut que ça soit lui. D'ailleurs, j'ai demandé à mon petit garçon de vous écouter, parce que comme il ne dort pas, il fait très chaud. Donc, je lui dis, tu écoutes ce que Caroline va dire. Donc, il écoute, il est en train d'écouter à la radio. Donc, je voudrais que tout ce que je dis, là, ce soir, il l'entend, parce que pour moi, c'est difficile, ça dure depuis un moment et j'ai l'impression, je me culpabilise, je me dis, j'ai l'impression que les professeurs se disent que je m'occupe pas bien de lui. Enfin, je me pose énormément de questions. Or, mes enfants, je les passe en priorité après mon travail. Je fonctionne en fait par rapport à leur emploi du temps. Il faut que quand ils arrivent de l'école, moi je suis à la maison, je fais tout pour qu'ils aient une vie normale, correcte, pour qu'ils s'épanouissent. Mais le souci, c'est que ils se rendent pas compte. Et j'attends que ça passe, j'attends qu'il change. Je me dis qu'il va grandir, ça va changer, mais ça continue. Là, je lui dis, voilà, tu es dans un très bon collège, tu risques d'y aller dans un collège où peut-être que ça ne sera pas le même, mais qu'est-ce que tu vas devenir ? Il faut que tu changes, il faut que ça vienne de toi. Il sait pas quoi faire. Il trouve pas des mots, il me dit oui, pour un petit truc, on l'a grandi. Mais s'il écoute, là, finalement, est-ce qu'il serait d'accord pour parler avec moi ? Ah, ben, je veux bien. Ce sera vraiment une bonne chose. Je vais aller lui demander. Demandez-lui, s'il est d'accord. On ne sait pas, mais peut-être que... Et puis, peut-être que vous avez rencontré ces difficultés. Yann, ces difficultés avec un de vos enfants et n'hésitez pas à appeler le 3921 pour réagir et pour dire. Oui, bonsoir. Je vais demander ton prénom. Je crois que ta maman t'a appelé Yann, c'est ça ? Maman, tu t'as raccroché ? Non, tu es toujours là. C'est Caroline. C'est moi, ça n'a pas raccroché, tu es à l'antenne, Yann. Je ne sais pas quel est ton prénom. Moi, c'est Caroline. Maman, ça a raccroché. Non, Yann, tu es à l'antenne, là. Apparemment, il y a eu un petit problème et il ne sait pas qu'il est à l'antenne. C'est un peu compliqué. Est-ce que tu m'entends ? Allô ? Tu m'entends ? C'est Caroline. Est-ce que tu m'entends ? Il n'a peut-être pas envie de me parler, ce jeune homme. Allô ? Oui, je crois qu'il n'a pas trop envie. Allô ? Oui, il n'a pas trop envie de me parler, je crois. C'est peut-être un peu impressionnant. Bon, on a un petit souci de téléphone, c'est ça ? Avec Célia et... Allô ? Qu'est-ce qui se passe là en régie ? Bon, on a un problème de téléphone, effectivement. C'était pas, vous voyez, les interprétations abusives. Interprétation de psy. On va enchaîner, c'est dommage. On va essayer quand même de rappeler Célia et Yann parce que j'aurais bien dit quelques mots à ce petit jeune homme. On va enchaîner avec Magali. Bonsoir Magali. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, moi j'ai des petits soucis sentimentaux. Oui. J'ai divorcé il y a 1 an à peu près, après 10 ans de mariage. J'ai élevé mes enfants, j'ai 2 garçons. J'ai élevé mes enfants pendant que mon mari montait sa carrière, on va dire. Et donc il m'a gentiment demandé le divorce au bout de 7 ans. Donc j'ai décidé à côté de ça, de me prendre en main, de me reconvertir. Et en parallèle, j'ai rencontré quelqu'un par le biais d'Internet. Donc géographiquement, c'est un peu difficile. Il est dans le nord de la France. Moi, je suis vers Lyon. Oui. Et on aimerait bien se retrouver
sur la région, mais moi j'ai peur de le faire descendre pour me rendre compte que c'est pas une solution, enfin que je suis pas faite pour lui, qu'il est pas fait pour moi, enfin bref. Vous n'êtes pas encore assez sûre de vous, peut-être de... Sentimentalement, disons que je suis très indépendante, j'ai du fait d'avoir élevé mes enfants un peu toute seule, j'ai acquis une certaine indépendance et j'ai peur qu'en venant s'installer avec moi, je me sente étouffée et que je le rende malheureux. J'ai peur de le faire descendre. Comme vous dites, le faire descendre, c'est déjà une sacrée responsabilité. Ah oui, énormément. Enfin, je veux dire, il faut aussi que lui... Il est prêt, il est tout à fait prêt à le faire. Je l'ai prévenu dès le départ. Je lui ai dit, voilà, moi j'ai mes enfants en garde partagée, j'ai un projet professionnel, je me reconvertis, donc si quelqu'un doit se rapprocher, c'est toi, c'est comme ça, quoi. Je pouvais pas, et je voulais pas non plus me relancer dans une histoire sentimentale qui aurait rompu mes projets professionnels. Mais vous avez peur parce que vous restez marqué par votre divorce. Ouais. Oui, c'est ça. Vous avez commencé à me parler de ça avant de me parler de cette relation. Pour poser un peu les. J'entends bien. J'entends bien, mais en même temps, c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. Parce que la façon dont même vous m'en avez parlé en me disant voilà, au bout de tant d'années, il est parti. On sent que c'est quelque chose qui reste quand même une blessure. C'est certain. Et puis c'est pas très vieux, donc. Non. Ça date de combien là Le divorce, la séparation date d'il y a 2 ans, et puis le divorce c'est 1 an. Mais bon, on s'entend bien. Et vous avez rencontré cet homme sur Internet il y a 1 an. Ouais, à peu près, ouais. Oui, donc c'est très récent. Vous avez raison. C'est peut-être un peu. Et en même temps, vous avez peur de. Vous engager à nouveau, c'est prendre le risque de souffrir, c'est ça. Il y a toujours cette peur derrière, au fond. Pas tant de souffrir parce que c'est aussi de le faire souffrir lui, et j'ai peur aussi s'il descend s'installer avec moi, j'ai peur d'avoir une mauvaise conscience et de pas dire les choses si ça va pas. Mais c'est-à-dire qu'il viendrait vous rejoindre, il pourrait, du point de vue de son travail, trouver du travail sur place, se faire muter. Il en cherche. Bon, pour l'instant, il en trouve pas ou pas des choses intéressantes. Non, mais ça serait la base déjà. Qu'il ait un travail qui lui plaise, hein. Bien sûr. Moi, je veux pas qu'il descende pour chercher là-bas, hein. Pour chercher là-bas. Parce que non, mais il pourrait aussi vous dire ça. Je vous rejoins, être chez vous, et puis en se disant, de toute façon, voilà, qu'il est avec vous, et puis que il cherche. Ça, c'est un mauvais plan, hein. Ouais. Non, parce que il peut en trouver, comme ça peut prendre du temps, et c'est vraiment pas l'idéal. Enfin, c'est pas les meilleures conditions. Non, c'est pour ça. Parce que dans un premier temps, à la limite, et s'il trouvait un travail dans lequel aussi, pas un travail par défaut, vous voyez, un travail dans lequel il puisse vraiment se plaire, qui soit dans la branche qui lui corresponde, il pourrait aussi s'installer, avoir son propre logement. Ça permettrait de faire un essai chacun de son côté. Ouais, par rapport à votre... et apparemment, c'est difficile. Il n'est pas obligé de vous rejoindre pour habiter chez vous tout de suite. C'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre. C'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre, mais bon, c'est pas évident non plus. C'est un peu... Non, mais c'est pas lui faire comprendre, c'est lui dire aussi... il s'agit pas de lui faire comprendre, il s'agit de lui dire comment vous envisagez un peu les choses, hein, après tout. Parce que entre une relation avec à distance où vous voyez à peu près à quel rythme? Tous les week-ends, à peu près. Ah, tous les week-ends quand même. Ouais,
oui, puis il y a aussi un investissement de sa part qui n'est pas le même que le mien n'est pas du tout le même, puisque c'est lui qui descend, du fait que j'ai des enfants, etc. C'est lui qui descend beaucoup plus souvent que moi, donc c'est beaucoup d'heures de train, c'est un investissement financier et personnel, quoi, qu'il a mis en place et il me reproche rien, il y a aucun problème là-dessus, et justement je me dis que si ça va pas, il aura fait tout ça pour rien, quoi. Si ça ne va pas, c'est-à-dire si ça ne marche pas, j'ai peur que ça ne marche pas. C'est-à-dire d'aller vous rejoindre? Oui, de venir me rejoindre. Non mais attendez, personne ne le force, Magali. Non, c'est vrai. On prend toujours un risque. C'est sûr. Mais je me sentirais coupable que ça ne marche pas. Mais oui, mais attendez, vous avez vécu avec votre mari, vous avez eu des enfants avec lui, et puis la relation s'est terminée. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent. Est-ce qu'il y a coupable? Enfin, vous voyez, qu'est-ce que cet homme-là, vous lui avez pas dit, il faut que tu viennes me rejoindre, sinon, je vais pas m'en sortir sans toi. Il n'a pas un revolver sur la tempe, hein? Et je me demande si c'est pas ce qu'il attend de moi. D'une certaine façon, oui, c'est lui qui, d'après ce que vous me dites, en tout cas, qui, pourquoi il veut quitter son travail, tout. Qu'est-ce qu'il vit lui de son côté? Il vit pas, il a une fille qui est installée, donc rien ne le retient. C'est ce qu'il me dit. Rien ne me retient là-haut. Certainement. Voilà, Mais une fille qui s'est installée, donc qui est grande déjà. Qui est grande, oui, qui est adulte, Et son travail non plus. Son travail, il ne lui plaît pas plus que ça. Il le garde parce qu'il a financièrement, c'est pas négligeable. Et puis, oui, donc c'est un pari qu'il fait sur l'avenir. Ouais, ce que dit Brahms, qui envoie un petit SMS en disant vous ne savez pas de quoi demain sera fait, vous ne savez pas ce que réserve l'avenir. Mais ça, c'est le propre de tout un chacun. Et puis, mon projet professionnel, j'ai peur qu'il me prenne beaucoup de temps. Non, mais vous la question à vous poser, Magali, c'est parce que vous mettez en avant tous les obstacles. Quel est votre désir, vous? Moi, mon désir, c'est qu'on se... Pardonnez-moi d'être un peu brutale, mais... Non, mais vous avez... mon désir, c'est qu'on se voit... J'ai peur de la routine, déjà. Bon. J'ai peur du train-train. J'ai envie qu'on se voit pour les bons moments. J'ai envie qu'on se voit... Finalement, cette relation telle qu'elle est, elle vous convient, elle vous convenait bien. Elle me convient bien, ouais. Oui. Elle me convient bien, mais au final... Dans le temps, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Je peux pas lui demander de continuer encore des années comme ça. C'est pas gérable. Donc, oui, là pour c'était pas mal pour vous dans cette période où il y avait la séparation, là le divorce qui venait d'être prononcé, c'était un bon moment pour vous reconstruire, une bonne période de transition. Ouais. Il y a le fait que cet homme est pressé lui de s'engager. Voilà. Alors que vous, au fond, vous auriez aimé avoir un peu plus de temps. Ouais. Je sais pas, ça fait 7 ans que je suis habituée à vivre ma vie, à gérer ma vie comme je l'entends la semaine et à retrouver mon compagnon le week-end, quel qu'il soit, que ce soit mon ex-mari il y a quelques années ou lui maintenant. Et c'est une situation qui me va bien, mais qui n'est pas gérable à long terme. Et vous avez peur de le perdre si vous lui dites que pour le moment vous ne vous sentez pas encore tout à fait prête? J'ai peur qu'il se lasse, ouais. En même temps, c'est quelqu'un qui a envie quand même d'engagement avec vous, donc il peut encore tenir compte du fait que, compte tenu de votre divorce qui vient d'être prononcé, que vous ayez besoin d'un peu de temps. J'ai peur que vous pouvez cette vous affirmer, Magali. Vous avez le droit aussi de vous affirmer dans cette relation. Oui, bien sûr, mais oui.
Disons que je me suis affirmée. Je me suis affirmée au début, et puis les sentiments font que, entre guillemets, je me ramollis, quoi. Je deviens sentimentaliste et je vais, si je prends pas la bonne décision, j'ai peur de pas prendre la bonne décision parce que c'est un homme vraiment gentil, enfin vraiment que les enfants apprécient. Enfin, il y a plein de paramètres chez lui qui sont importants pour moi et qui sont là. Donc, écoutez, si vous craignez, si vos craintes sont plus par rapport à lui, mais enfin, parfois c'est moi la crainte. Je pense que finalement, parfois, on déplace sur l'autre des peurs que l'on a soi-même. Hein. Exactement. Parce qu'après tout, il est grand, il est responsable de ses actes. Hein, s'il prend la décision de venir vous voir et puis que si jamais ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez, écoutez, il fait le trajet dans l'autre sens. Hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je simplifie un peu, mais enfin bon, ça arrive, on ne sait jamais le devenir d'une relation. Bon, sinon on ne ferait rien, on ne s'engagerait nulle part. Bon, c'est plus vos peurs à vous. Écoutez, vous avez des sentiments quand même pour cet homme. Oui. Vous mentir par rapport à quoi ? Par rapport, je pense que j'ai pas les mêmes sentiments que lui vis-à-vis de moi déjà. Mais parce que vous êtes plus, vous venez aussi de, vous n'en êtes pas, vous ne vivez pas les mêmes choses aussi. Vous sortez d'une séparation, enfin ça a été une expérience quand même assez traumatisante, et vous êtes plus dans une phase de reconstruction. Vous avez dû réapprendre à vivre seul, à vous reconstruire avec vos enfants, c'est très différent. Alors que lui, il est dans une période de sa vie où il est au contraire, après cette phase de solitude, il apprécie de nouveau, il a envie de goûter à la vie de couple, à la vie de famille. Oui, c'est aussi ça qui fait que vous êtes dans une différence. Oui. Disons qu'on n'a pas eu le même vécu. Lui aussi, il sort d'un divorce difficile à peu près au même moment que moi. Mais beaucoup plus difficile que mon divorce à moi. Oui, mais c'est parfois important, c'est bien de pas se ressembler, hein. Oui. Vous voyez, quand on se ressemble trop, parfois c'est pas bon, hein, d'avoir des vécus trop similaires et des personnalités trop semblables. C'est bien d'être différent. Moi, je crois qu'il faut que vous osiez plus vous parler de vos craintes, de vos doutes. Je pense que il tient à vous, sinon il n'aurait pas tous ces projets vis-à-vis de vous. Ça fait quand même 1 an que vous vous voyez régulièrement tous les week-ends. Donc, je pense que vous avez non seulement la possibilité, mais aussi le droit quand je disais de vous affirmer, c'est-à-dire de dire ce que vous ressentez sans crainte. Je lui ai dit, je lui ai déjà dit. Dites-le davantage, affirmez votre point de vue. Ce que dit aussi Alexandra, est-il lui dans un réel désir de construction ? Peut-être est-il dans les mêmes dispositions que vous. Il tient à vous, je pense, dit-elle. Ayez confiance en vous et en vous deux, dit Alexandra. Ouais. Puis EBE qui dit, allez, il faut y aller, Magali, la vie est courte. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a tellement de challenges, il y a tellement de choses. Mais la vie n'est que ça. Je lui demande tellement de choses, j'ai l'impression de lui demander beaucoup et moi de pas en faire. Non, vous ne lui demandez rien. Non, enfin, d'après ce que vous me dites, ou alors, moi, ce que j'ai compris. Non, mais attendez, Magali, vous ne lui avez pas dit, bon, je veux que tu me rejoignes à Lyon. Non, je lui ai pas dit ça dans ces termes, mais je lui ai dit que si on est conscients tous les deux que ça peut pas durer, ce rythme et cette façon de vivre ne peut pas durer, et que si quelqu'un doit bouger, c'est lui. Oui, mais qui a dit on est conscient que ça ne peut pas durer, puisque là, on en a parlé il y a quelques instants, vous me disiez qu'au fond, ça vous convenait pas si mal. Moi, ça me convient pas si mal, mais pour notre équilibre à nous, pour l'équilibre de notre couple, ça peut pas aller. Pour le moment, ça va. Moi, ça va, mais lui, il se fatigue. C'est lui qui se fatigue. Donc, s'il se fatigue, c'est lui qui parle de vous rejoindre.
Non ? Oui, c'est vrai, oui. C'est pas vous qui lui avez dit ah, j'en peux plus, je peux plus continuer comme ça. Viens me rejoindre, non ? C'est vrai, oui, tout à fait. Donc partant de là... Mais il attend peut-être aussi que je lui dise. Non, mais vous n'êtes pas dans sa tête. Vous savez, si le problème, c'est que quand on arrive quand on a peur de prendre des décisions, qu'on n'affronte pas ses peurs ou ses propres angoisses, on commence à penser pour l'autre. Alors déjà que c'est compliqué de savoir où on en est soi-même, du coup, on essaye de penser à la place de l'autre. Mais je vous dis déjà, c'est compliqué d'y voir clair en soi-même. Alors allez savoir ce que pense l'autre vraiment dans les tréfonds de son âme, c'est peine perdue. Hein. Oui. Donc autant dire, quitte à dire je me sens pas tout à fait prête, j'ai peur de ça, j'ai peur de dire des choses, et en parlant avec lui, vous verrez que peut-être ça se clarifiera. Et puis parfois on retourne les choses dans sa tête, ça paraît impossible. Et puis au fond, quand on les vit, ça paraît beaucoup plus simple. Enfin, je veux dire, ça a l'air un peu simpliste ce que je dis, mais on se fait une montagne de choses parce qu'on les retourne en se disant « Oh là là, j'y arriverai jamais, ça va être très compliqué ». Et au fond, quand on les réalise, on se rend compte que on s'était mis des obstacles là où il n'y en avait pas, en réalité. Et que, alors je vais vous dire, souvent, ce qui prend le pas sur nos peurs, c'est que nos désirs sont plus forts que nos peurs. Donc à un moment, quand le désir est plus fort, eh bien, la peur finit par s'atténuer. Là, vous êtes dans un moment où les deux sont un peu au même niveau. Oui, puis par rapport à... Ouais. Par rapport à mon projet, à ma carrière et oui. à ma reconversion, j'ai besoin de quelqu'un qui me booste, Oui. Et j'ai l'impression que c'est moi qui booste les choses, quoi, qui le motive, qui lui. Oui, mais vous trouverez jamais tout, en même temps. Ouais, je sais. Ouais. Bon. Prenez le temps de réfléchir. Vous pouvez aussi dire à cet homme que vous n'êtes pas tout à fait prête pour le moment. C'est votre droit. Si vous sentez que c'est pas encore tout à fait le moment pour vous, Magali. Ok. Ce que dit encore Alexandra, qui envoie un petit message en disant « Ce rythme semble vous convenir à tous les deux. Ne décidez rien pour lui. Il saura vous dire stop et vous demander plus quand le moment sera venu. Belle continuation à vous. » Merci Alexandra. Bonsoir Magali. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir Caroline. David Hallyday, Laura Smets, on se fait peur. Donc on a retrouvé Célia. Oui, rebonsoir. Oui, rebonsoir Célia. Vous aviez un petit problème de batterie, je crois, avec votre portable. Oui, ce qui fait que Yann ne m'entendait pas, alors que... Oui. Que nous l'entendions. Donc il était bien volontaire et c'est les vacances, donc pas couché encore à cette heure-ci. Il est toujours décidé donc à me parler. Oui, d'accord. Bon, écoutez, alors je vais vous le passer. Je vais reparler avec lui. Je vais parler avec lui. Installe-toi là, tu es à l'aise. Allez. Bonsoir. Bonsoir Yann. C'est Caroline. Voilà, alors tu connais pas l'émission, mais moi je suis psychologue. Ta maman a dû t'en parler et tu as entendu ta maman parler de toi tout à l'heure et donc du fait qu'elle se faisait du souci par rapport à ton comportement au collège. Et puis à l'école avant, et au fait que il fallait souvent te changer d'établissement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce qu'elle a dit ? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose déjà ? Parce que finalement, elle parlait de toi,
Et toi, tu écoutais, tu pouvais pas donner ton avis, mais tu avais peut-être des choses à dire là-dessus, ou tu étais pas d'accord, ou dans ce que disait ta maman, puisque tu écoutais. Si, ce qu'elle a dit, c'est tout. C'est ce qu'elle a dit, c'est ce que je fais. Tu étais d'accord avec ce qu'elle disait? Oui. Et Oui. alors, qu'est-ce qui fait, Yann, que tu sembles ne pas pouvoir t'empêcher comme ça de faire... Comment ta maman parle de bêtises. Est-ce que toi, tu utiliserais le même mot pour en parler? Moi, en fait, quand je fais des bêtises, je me dis, il faut pas que je les fasse. Mais je me dis ça quand j'ai déjà fait la bêtise. Ouais. Tu te dis ça après? Oui. Et comment tu te sens après alors? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête après? Je me dis ce qui va se passer comme conséquence. Et je me dis ce qui va se passer comme conséquence. Tu penses à après, que ça va mal se passer. Ouais. Et juste avant de les faire alors, dans quel état tu es? Je pense pas. Tu penses pas? Non. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête juste avant? Tu penses à rien? Non. Et alors comment ça se passe avec tes tu as des copains à l'école? Qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce qu'ils disent ça suffit, Yann, tu nous embêtes? Est-ce que ça les fait rire? Est-ce que Il y en a qui font des bêtises avec moi et il y en a d'autres qui disent rien. Donc il y en a qui les font avec toi, d'accord? Il y en a qui disent rien. Qui disent rien, c'est-à-dire qui sont pas contents ou Si, ils rigolent. ça les fait rire? Oui. Et toi, t'aimes bien quand ça les fait rire? Ouais, mais après, c'est pas bien parce qu'après, moi, j'ai sur les conséquences. Oui, mais ça, c'est parce que tu m'as entendu en parler avec ta maman des conséquences et que là, tu es un peu inquiet peut-être pour la suite. Non? Oui. Ça t'embête pas de changer d'établissement parce qu'à chaque fois, au fond, tu changes aussi d'amis. Les amis que tu t'es créés, au fond, tu vas t'en faire... à chaque fois, il faut que tu t'en fasses d'autres. Non, je garde les mêmes. Si tu changes de collège... Oui. Ça va changer? Ouais. Donc ça sera pas les mêmes copains. Pourquoi tu dis que ça sera les mêmes? Parce que je les reverrai. Tu les verras en dehors du collège, c'est ça que tu veux dire? Oui. Oui. Mais finalement, est-ce que ça t'embête pas parfois qu'on ne te parle que de ça à la maison, par exemple, ou au collège? Que finalement, on te parle toujours comme si, on ne te parle plus que de ça. Oh, ça suffit, et comment s'est passée la journée? Est-ce que tu as encore fait des bêtises? Si, ça t'embête. Oui. Alors, est-ce que tu crois pas qu'il y aurait d'autres façons, finalement, de faire en sorte que de te rendre intéressant, qu'on puisse faire des choses avec toi, qu'on s'occupe de toi, que tes parents s'occupent de toi, autrement que en faisant des bêtises comme tu dis et comme disent tes parents et comme disent tes professeurs. Si, je peux. Je pense que tu pourrais, oui. Parce que finalement, sur le moment, comme tu dis, ça peut être marrant, rigolo. Mais après, tu t'es mis, tu t'es un peu piégé. Ouais. Tu t'es un peu piégé tout seul. C'est-à-dire que, au fond, c'est toi qui tu es puni, mais tu te punis toi-même. Parce que tes professeurs sont pas contents, tes parents sont pas contents,
Donc toi qui au fond as certainement envie d'être aimé, qu'on fasse attention à toi, que tes parents prennent soin de toi, s'occupent de toi, ce qu'ils font. Mais ils pourraient le faire autrement en parlant de toi et de tes bêtises, parce que tu as certainement beaucoup d'autres qualités. Oui. Tu vois ? Et finalement, on ne voit plus que ça chez toi. Comme si Yann, on disait Yann, Yann, c'est le garçon qui fait des bêtises. C'est un peu dommage. Parce que ça arrive à tout le monde. On a tous les enfants. Et même parfois les adultes font des bêtises. Alors il y a des petites et des grosses bêtises. Mais quand on fait tout le temps, et puis qu'on n'arrive plus à sortir de ça, c'est embêtant parce que après, tu vois, comme tu dis, tout le monde, on te parle plus que de ça. Alors c'est toi qui peux en sortir et je suis sûre que t'as beaucoup d'autres qualités et que tu pourrais faire beaucoup d'autres choses. Par exemple, comment ça se passe avec ton papa? Ça se passe bien. On fait des choses ensemble. Qu'est-ce que tu fais avec lui? On fait de la randonnée. Ah, c'est super ça. Tu aimes bien faire de la randonnée? Un peu. Tu vis à la montagne? Non. Non? Non. Donc tu es un papa sportif? Non, mon père aime bien se promener pour prendre l'air et il m'emmène des fois. Oui. Oui. Et voilà. Donc vous partez tous les deux? Oui. Entre hommes? Ouais. D'accord. Donc ça, tu aimes bien? Ouais. Ouais. Donc vous avez des moments comme ça, rien que tous les deux, de complicité? Oui. Hein? Et qu'est-ce que tu fais d'autre avec lui? C'est déjà beaucoup, ça. Je fais de la piscine aussi des fois, le dimanche, le samedi. Oui. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein? Et est-ce qu'il t'arrive parfois de te sentir un peu seule? Non. Non? Non. Et avec tes camarades, est-ce que tu peux parler de ce que tu aimes, de ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que tu sais... Oui? Oui. Tu sais ce que tu veux faire plus tard? Ouais. Oui. Tu veux en parler ou c'est... Non, je peux en parler. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire alors? Je veux faire soit gardien d'une équipe de foot ou sauveteur. Ah, c'est très différent ça. C'est très très différent. Alors, gardien d'une équipe de foot, qu'est-ce que tu as pensé alors? Tu soutenais l'équipe de France là? Non, parce que je trouve que je suis un peu fort au foot, au goal, et j'aime bien ça, donc je veux faire que ça. Et sauveteur, comme je fais beaucoup de piscine, oui. Je suis fort en natation et j'ai déjà sauvé des copains. T'as déjà sauvé des copains? Ouais. Dans les entraînements? Non, dans le réel. C'est pas vrai? Oui. Ah bon? Oui. Dis donc. Donc tu as envie d'aider, de sauver les gens? Ouais. Ça montre que tu es un garçon très généreux. Hein? Qui veut rendre service aux autres. Donc, c'est formidable ça. Donc, donc tu dois t'entraîner dur là. Ouais. Quand tu fais de la natation. Là, c'est les vacances, donc je vais à la natation plutôt avec mes copains. Tu vas où? À la piscine, j'y vais plutôt avec mes copains parce que c'est les vacances. Oui, donc là, tu vas tous les jours. Ouais. Presque. Et puis en plus, avec cette chaleur, ça fait du bien. Ouais. Bon,
En tout cas, tu parles très bien, vraiment. Je te félicite parce que c'est pas facile, même pour des beaucoup plus grands, des adultes, de parler comme ça à la radio. Et toi, tu t'en es sorti vraiment très bien du haut de tes 11 ans. Hein, c'est pas facile. Tu t'es pas laissé impressionner du tout. Donc vraiment bravo. Et écoute. Essaye de voir pour cette rentrée de penser un peu peut-être de voir que bon tu peux en faire quand tu joues en dehors et tout, t'amuser comme ça avec tes camarades, mais peut-être que quand tu es comme ça au collège, il y a certaines règles, tu sais, qui s'appliquent pour tout le monde et pas que pour toi, hein. Et éviter que ça se retourne contre toi, parce que c'est un peu dommage sinon. Hein, puis je te souhaite de belles vacances. Tu vas partir un petit peu ? Non. Non, tu pars pas, tu vas aller à la piscine. Ouais. Avec tes camarades. Ouais. En tout cas, là, on a des messages. Tu le sais pas, il y a des gens qui nous envoient des petits textos. Et puis, il y a un auditeur qui s'appelle EBE qui dit « Moi, je trouve que Yann est très touchant malgré ses bêtises. » Il a bien raison. Allez, je t'embrasse. Je t'embrasse très fort, Yann. Tu me repasses ta maman ? Oui. D'accord ? Et ben voilà, vous venez d'entendre le numéro. Bon, il est charmant, hein. Il est charmant, votre. Oui, il est charmant. Il est bien élevé, mais bon, voilà. Ben voilà, il fait des petits. Non, il est charmant. Il s'exprime bien, mais je pense, il dit bien les choses. Je pense que il ne se rend pas compte, il se stimule. Il savait que c'est un peu difficile maintenant. Il faut que les enfants. Voilà, il y a 30-35 élèves. Il faut que voilà. Écoutez, je pense que il y a encore un peu de quelque chose d'une certaine immaturité certainement, mais qui peut avec l'âge il peut grandir et peut-être valoriser tout ce qui est, développer aussi les activités avec son père, valoriser ce qui fait de positif et peut-être répéter, lui dire que tu sais, on peut s'intéresser à toi autrement, ça nous intéresse pas au fond quand tu fais ces bêtises et arrêter de lui en parler trop. D'accord. Arrêtez de lui en parler, de ne lui parler que de ça, quoi. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire miser aussi sur ce qu'il fait du bien, sur ce qu'il fait de positif, et que ça ne tourne pas qu'autour de ça, de ces fameuses bêtises. Valorisez ce qu'il y a ne l'enfermez pas dans cela. Je crois que il a beaucoup d'autres choses en lui. C'est pas anodin de dire qu'il veut être sauveteur, qu'il veut être il y a... oui, c'est beaucoup de choses. Oui. Donc laissez un peu de côté. Là, ça va être les vacances. Laissez un peu retomber la pression par rapport à ça. C'est pas des comportements agressifs vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis des professeurs. Bon, c'est vrai que non. Bon, donc. Et au besoin, on en reparle à la rentrée. D'accord, je vous remercie. J'écouterai s'il y a des conseils des mamans. Je vous remercie. Au revoir, Célia. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Et je voulais faire un petit clin d'œil. Est-ce qu'Alain est là ? Bonsoir, Alain. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, je crois que c'est votre dernière nuit en tant que surveillant de nuit, hein, je crois. Voilà, c'est ça, surveillant de nuit. Donc, il y a 10 ans que je fais ça. Et demain matin à 7h, tout à l'heure à 7h exactement. Donc, je rends, on va dire, mon tablier, puisque je vais être en congé et j'ai la retraite après, puisque j'ai 60 ans cet été. D'accord, donc c'est votre dernière nuit de travail. De travail, oui. Bon, qu'est-ce que ça fait alors ? Vous devez dans quel Il y a un petit pincement, je pensais. Jusqu'à maintenant, j'étais bien préparé parce que j'ai plusieurs passions dans la vie, autre que l'emploi, on va dire. Mais là, quand même, ce soir, je ressens quelque chose parce que je sais que demain, je quitte l'entreprise du travail, quoi, aussi, voilà. Oui.
oui. Mais moi, je voulais surtout... Vous l'avez aimé, ce travail? Oh, oui, bon, non, je l'ai pas détesté, c'était pas mon métier de base. C'était pas votre métier de base, d'accord. Non, parce que j'ai acquis cette profession à 50 ans, hein. Ah, d'accord, oui. Voilà, donc je remercie d'ailleurs la personne qui m'a tendu la main pour que je rentre dans l'entreprise et me reconvertir à 50 ans, quoi. Parce que moi, j'avais une base commerciale et, vous voyez, ça n'a rien à voir, quoi. Oui, oui. Non, c'est pour ça. Bon, c'est plus alimentaire qu'autre chose, quoi, on va dire. D'accord. N'ayons pas peur. Bon, ça sera moins dur pour vous de le quitter. Ah oui, non, de ce côté-là, puis j'ai d'autres passions dans la vie et qui font que... Enfin, j'ai des passions qui font que j'ai beaucoup de... Je m'investis beaucoup dans la vie associative, quoi, voilà, c'est pour ça, hein, donc bon, vous allez pouvoir... Mais c'est surtout que on parle toujours des routiers la nuit qui vous appellent et jamais des surveillants de nuit, alors qu'on est là quand même et on vous écoute, voilà, Caroline, et on vous remercie. Vrai. Et oui, c'est voilà, vrai, on est nombreux à garder, moi je garde des pré-ados, quoi, hein, des 15 ans, et honnêtement, on est nombreux à garder des handicapés, des malades mentaux. C'est vrai qu'on n'en parle pas. Des enfants tout à fait normaux comme ceux que moi je dis. Vous avez dû écouter Yann avec attention alors, ce jeune homme. Bah écoutez, ça a été bref, mais j'ai été ravie de parler avec vous, Alain, et comme ça on salue tous ceux qui sont surveillants de nuit comme vous. Je vous souhaite une très belle retraite, Alain, vraiment. Merci. Je vous embrasse. Bonne nuit, Alain, au revoir. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Et à demain, n'oubliez pas, dès 23h, il est maintenant 2h, passé de 30 secondes. Vous écoutez Europe 1, place aux informations présentées par Pierre Courade. Bonsoir Pierre.